Bon, vous avez forcément reçu une fois, un jour ou l'autre, dans votre boîte de nuit... On a tous déjà reçu dans notre boîte aux lettres un prospectus comme ça, avec un petit Africain qui a faim, qui est tout malheureux, qui est tout maigre. Et ben, ce marketing de la misère, en fait, il n'est pas nouveau en Suisse, il remonte même au temps des missionnaires. Dans cet épisode, on va faire un point historique sur ce problème éthique, parce que quand on voit qu'on utilise encore aujourd'hui cette imagerie, eh ben, on se dit qu'on n'est peut-être pas sorti du temps béni des colonies, comme le chantait Chelmy Sardou. Premier ou second degré cette chanson, Julien? Ouais, premier degré. Premier degré. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Au temps béni des colonies, les guerriers m'appelaient grand chef. Au temps glorieux de la WEF, j'avais des ficelles au képi. Au temps béni des colonies. Pour comprendre ce marketing sauce misère du monde, on va faire un petit topo historique. En Suisse, les précurseurs, on pourrait dire, de cette méthode, ce sont les missionnaires, notamment les missionnaires évangéliques vaudois à la fin du 19e siècle, en 1870. Eux, les libristes, comme on les appelle, contrairement aux réformés, les réformés, c'est des fonctionnaires de l'État de Vaud, donc ils sont payés par l'État, ça les intéresse pas d'aller en Afrique évangéliser les gens. Eux, les libristes, ils veulent faire comme leurs homologues écossais, comme leurs homologues français, et aller à l'aventure, comme ça, évangéliser des sauvages, sauver leur âme finalement. Ces Africains qui sont animistes pour la plupart, c'est même pour ces missionnaires leur mission d'évangélisation. Donc au début ce sont les Vaudois, puis très vite avec eux les Genevois et les Neuchâtelois qui partent pour l'Afrique du Sud, le Lesotho, la Zambie ou encore par exemple le Mozambique. Il faut bien dire que tous ces gens-là sont un peu des têtes brûlées, motivés par la foi, par la soif d'aventure. Faut s'imaginer que ces pasteurs partent bien souvent avec leur famille sous le bras et une fois arrivés, leur espérance de vie est pas très bonne. Soit ils attrapent la fièvre jaune ou le paludisme, ou ils sont attaqués par des animaux sauvages, ou dans de très rares cas, s'ils n'ont vraiment pas de chance, ils tombent dans une tribu pas vraiment hospitalière. En fait, c'est pas très grave pour ces missionnaires libristes, parce que si vous mourrez en martyr, vous mourrez au service du Christ, vous allez directement au paradis. Et c'est même un tel phénomène que chez les cathos de l'époque, en fait, les missionnaires, ils essayaient de mourir le plus vite possible en mission, comme ça ils allaient le plus vite possible aux côtés de Dieu, au paradis. À tel point que les autorités catholiques de l'époque leur disent non, vous avez interdiction de mourir le plus vite possible parce que là on est en train de tous vous perdre et on est en train de perdre aussi beaucoup d'argent parce que ça coûte cher de former des missionnaires. Pour moi, monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais. Donc nos amis missionnaires romans commencent à évangéliser les populations africaines. Ils leur disent évidemment comment prier, terminer l'animisme, et ils leur disent aussi comment se développer. Ça passe notamment par la médecine. On impose une médecine moderne et on tente de décrédibiliser les guérisseurs et autres sorciers avec leurs trucs, leur magie et leur gris-gris. On impose aussi un modèle d'agriculture et peu importe si les villageois, ça fait 1000 ans qu'ils travaillent leur terre, non, ils vont leur expliquer comment faire. On va dire aux femmes comment devenir des bonnes épouses, leur apprendre la couture, comment donner le bain à son enfant, et leur imposer ce qu'on imposait d'ailleurs aussi aux femmes chez nous, l'école ménagère. On va aussi leur dire comment s'habiller parce que les seins nus à l'air, ça va direct en enfer, il faut un peu de pudeur quand même. Et on va aussi éduquer les hommes, leur imposer des disciplines sportives comme la gymnastique ou le foot. Les femmes, elles, devront faire de la rythmique. La rythmique, Julien. Je supportais pas la rythmique, tu mets tes basanes, t'essaies de... En fait, le début de l'œuvre missionnaire, elle coïncide avec la création de la Croix-Rouge. Mais la Croix-Rouge, à cette époque, elle est occupée en Europe à aider les victimes et les prisonniers de guerre des nombreux conflits et des nombreuses guerres qui ravagent l'Europe. Et la Croix-Rouge, à ce moment-là, porte la vision colonisatrice et raciste de ses fondateurs genevois, vision assez largement partagée au sein des élites à cette époque, à vrai dire. Bon, on y reviendra dans un épisode complet, mais je peux pas m'empêcher de vous présenter cette magnifique revue bien raciste, publiée, écrite par un des fondateurs et un des présidents du CICR, le Genevois Gustave Moignet. Ça s'appelle L'Afrique explorée et civilisée, et ça a beaucoup influencé le roi des Belges, Léopold II, pour planifier sa domination du Congo. Léopold II, c'est un peu le boss de fin de la colonisation, c'est un peu celui qui a fait tous les massacres. J'ai le droit de dire que c'est une véritable horreur. C'est toute la fanbase de Léopold II. Ouais, la fanbase, grosse fanbase Léopold II. Gustave Moignet deviendra consul au Congo sous Léopold II. Aïe, pourquoi pas? Pour les missionnaires, il y a un outil assez pratique pour civiliser, c'est la lanterne magique.
C'est un peu la télé de l'époque, c'est une grosse boîte avec une grosse loupe et vous mettez une source de lumière à l'intérieur et au plus profond des forêts africaines sur des draps blancs, vous pouvez ainsi montrer aux villageois des images du pays parfait, du pays du progrès, la Suisse. Et on fait la même chose dans l'autre sens, il faut montrer qu'on évangélise bien, il faut montrer que l'argent des fidèles qui ont donné pour ces missions a été bien investi. Et c'est là où je voulais en venir depuis le début. On annonce par exemple dans le journal local une grande soirée diapo au temple de Morges par exemple. On projette donc des photos des Noirs habillés à l'occidental et on récolte des dons lors de ces soirées de bienfaisance. On place aussi à l'entrée des églises des tirelires à nègres et on vend des objets qu'on a fait fabriquer par les populations sur place. Genre des paillassons. Paillasson made in Suisse. T'as déjà fait un paillasson, Julien? La venue et la conférence à Neuchâtel du pasteur mozambicain converti Kelvin Mapopé fait sensation. 2000 personnes s'y pressent et 24 000 cartes postales sont vendues. La carte postale, excellent moyen de propagande de l'époque. Il y avait aussi des pièces de théâtre organisées par les fidèles et les missionnaires, des pièces de théâtre où tous ces bons Suisses se grimaient en noir pour imiter les populations africaines. On a trouvé pire que le paillasson quand même. Gros blackface. L'image véhiculée est toujours la même. Le noir est pauvre et soumis, le nègre est une victime, soit de la traite négrière, soit de ses propres pratiques occultes, soit encore de ses chefs despotiques qui l'y dirigent, ou plus tard de l'importation de l'alcool et des armes à feu. Et si ces misères leur arrivent, c'est qu'ils sont moins évolués, tout simplement. Cette vision du continent africain et ce darwinisme social véhiculé par les missionnaires influencera longtemps et encore aujourd'hui l'imaginaire suisse et européen. Bon, mais c'était pas que du négatif non plus, les missionnaires. À part Léopold II, l'histoire n'est pas manichéenne. Certains de ces missionnaires étaient aussi des naturalistes, fascinés par la création du Seigneur à l'état originel. C'était aussi des historiens des religions, des écrivains qui ont décrit, analysé et sauvé une partie de l'histoire des populations africaines auprès desquelles ils ont vécu et qu'ils ont aimé bien souvent. C'est le cas d'Henri-Alexandre Junot, missionnaire neuchâtelois au Mozambique. Il vivra auprès des Tsonga, dont il étudiera l'organisation sociale, la religion, la langue, les chants, les contes, etc. Et en même temps, il participera fortement à leur acculturation. Et il étudiera des centaines d'espèces de papillons parce que son trip, c'était les papillons. Je vous conseille sur le sujet. Et voilà. On vous présente quand même le pied de micro qui est un crapaud doré. Et je vous conseille sur l'histoire d'Henri-Alexandre Junot et sur l'œuvre de la mission évangélique suisse, Butterflies and Barbarians de Patrick Harris. C'est vraiment un ouvrage passionnant. Bon, il est qu'en anglais, mais je vous le conseille. Et c'est notamment sur la base de cet ouvrage que s'est tenue il y a 3 ans l'exposition Derrière des cases de la mission, collaboration entre le musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne et le musée d'ethnographie de Neuchâtel. Et d'ailleurs, c'est souvent grâce aux missionnaires qu'on a ces beaux musées. Les missionnaires, ils ramenaient donc des œuvres d'art, des artefacts, des animaux aussi. Paf, un éléphant, parce que les éléphants, ça saccageait les champs, donc on s'en fichait de les tuer à l'époque. Et puis, toutes ces œuvres, tous ces animaux ont constitué tous les fonds des muséums d'histoire naturelle, des musées d'ethnographie. Et le musée d'ethnographie de Genève, c'est littéralement le musée des missions qui lui a donné tout son fonds. Mais ces musées-là ont bien conscience maintenant de cet héritage un peu compliqué, et c'est pour ça qu'ils font des gros efforts pour restituer ces œuvres-là ou les contextualiser pour pas que ce soit en fait l'explication de l'époque de ces missionnaires blancs ou de ces chercheurs-là, mais que ce soit les gens d'où viennent les œuvres qui les mettent en contexte. J'ai rien compris à ton explication, mec. T'as rien compris? En gros, les missionnaires, ils ramènent des animaux, ils amènent des œuvres d'art, et puis ça fait les musées suisses, quoi. Ah ouais, c'est plus clair comme ça. Donc la question missionnaire, elle est très compliquée à juger avec notre regard d'aujourd'hui. Et on a un peu des anachronismes moraux, et il faut faire attention à comment on juge ces actes-là. Ces actions missionnaires vont peu à peu perdre de la vitesse avec l'indépendance de nombreux pays africains dans les années 60. C'est à ce moment-là que l'aide humanitaire et l'aide au développement soutenue par les États occidentaux connaissent un boom. Adieu le bon vieux missionnaire blanc évangélique qui vous montrera comment faire pousser votre manioc. Ce seront désormais des ONG ou l'ONU qui feront des programmes auprès des agriculteurs pour leur suggérer les meilleures semences à sélectionner et combien de fois par jour les arroser, qui organiseront aussi des campagnes de vaccination et construiront des écoles pour l'éducation.
Et à ce moment-là, la Croix-Rouge s'érigera en mastodonte de l'aide internationale avec d'autres acteurs comme par exemple Médecins sans frontières ou Oxfam. Le marketing humanitaire tourne alors à plein régime et c'est un peu à qui rapportera la photo la plus choquante, la vidéo la plus marquante, parce que c'est ça aussi qui va faire que les institutions récoltent des fonds. Donc c'est un peu la course à l'échalote entre les institutions et ça créera une compétition et des tensions entre ces institutions et également des tensions à l'interne de ces institutions. Bien moderne la course à l'échalote. Ça date plus comme expression. En 1979, alors que la fin de la guerre du Vietnam fait émerger la crise des bot people, des divergences apparaissent au sein de Médecins sans frontières à l'occasion de l'opération Un bateau pour le Vietnam. Bernard Kouchner, qui avait participé à la création de l'ONG, défend l'idée qu'il faut affréter un navire avec à son bord médecins et journalistes afin de pouvoir soigner et aussi de témoigner des violations des droits de l'homme sur le terrain. Cette opération est jugée trop médiatique par les autres dirigeants. Kouchner et une quinzaine de responsables quittent l'association pour fonder Médecins du Monde. Ce marketing et cet humanitaire spectacle connaissent son climax en 1985 avec le collectif USA for Africa et sa chanson caritative pour venir en aide aux victimes de la famine qui frappe l'Éthiopie. We are the world. We are the world. We are the children. Michael Jackson, Lionel Richie, Bob Dylan, Tina Turner, bref, il y a tout le gratin américain. Bilan, 20 millions d'exemplaires vendus, 63 millions de dollars récoltés, c'est le plus gros succès commercial des années 80. Ensuite, dans les années 90 et suite à la fin de la guerre froide, les grandes puissances, notamment les États-Unis, vont toujours justifier une intervention militaire pour des raisons humanitaire et cette image humanitaire elle va être instrumentalisée. En gros on va dire regardez ces populations qui souffrent, oppressées par un dictateur, par une caste, par une junte, par une ethnie au pouvoir. Rwanda, Somalie, Afghanistan, Libye, les exemples sont nombreux et variés. Moi, monsieur, j'ai tué des panthères à Tombouctou sur le Niger. Mais revenons un peu en Suisse. Aujourd'hui encore, des institutions caritatives, elles sont nombreuses à utiliser cette image de la misère, cette image paternaliste où on va expliquer que nos projets pour aider ces Africains sont bons. Cette image aussi à sens unique, finalement, quelque part. Et même quand ces associations, ces institutions, ces organismes essayent d'éviter ces clichés avec par exemple une femme qui tient un enfant en train de mourir dans ses bras, quand on essaie d'éviter ces clichés, ça peut devenir gênant. Et sur le sujet, je vous renvoie à la très bonne enquête d'Arnaud Robert dans le journal Le Temps qui avait retrouvé la trace de Rosus Fleuranville, un Haïtien qui avait participé malgré lui à cette campagne et qui était en réalité mort depuis longtemps lors du lancement de la campagne. Là, tu t'en souviens de cette campagne de la Croix-Rouge ou avec les drapeaux, tu sais, comme Hop Suisse un peu, c'était suite, je crois, à l'Euro, tu sais. Ouais, dans la gare de Lausanne. À Bulle, il y en avait. Le drapeau peint sur la joue de l'homme est pour l'historienne de l'humanitaire Valérie Gorin une réification de l'individu, ce qu'on appelle le branding, le marquage. On ne peut pas faire l'économie d'une lecture néocoloniale de cette histoire. On marque cet homme comme on marquait les esclaves pour signifier qu'il appartient à ses bienfaiteurs. Le slogan lui-même est inacceptable. Il ressemble au Merci Bwana des premières représentations de la charité envers les colonies. Et tout cela pose une question plus globale, celle de la décolonisation de l'aide au développement. Maintenant, ils appellent ça la coopération au développement ou coopération internationale. On n'aide pas, on coopère. Donc là, c'est encore une forme de marketing. On joue avec la sémantique, on joue avec les mots et on cache le cacao. On peut pas dire ça dans une émission. À ce sujet, je vous recommande la série d'articles de Suisse Info justement sur la décolonisation de l'aide humanitaire et également l'ouvrage de l'économiste zambienne Dambisa Moyo, L'aide fatale, les ravages d'une aide inutile et de nouvelles solutions pour l'Afrique. On se serait cru au paradis, autant béni des colonies. Alors oui, évidemment qu'il y a beaucoup d'institutions, et sûrement la plupart d'entre elles, qui sauvent des vies. Heureusement qu'il y a ces navires en Méditerranée qui sauvent les migrants de la noyade, ça c'est clair. Et c'est peut-être même ces images choquantes qui nous choquent, qui nous font nous mobiliser et qui font qu'on donne aussi à ces associations. Mais en conclusion, on doit quand même se poser la question, est-ce que c'est approprié d'utiliser cette image de la misère des peuples à des fins d'aide humanitaire? Et est-ce que l'aide au développement et l'aide humanitaire ne reproduisent pas des mécanismes du colonialisme?
Et au final, quelle image avons-nous construit ces 150 dernières années de l'Afrique? Est-ce que c'est l'image du tout-puissant empire mandingue, des tissus bogolants, du magnifique artisanat touareg? Ou est-ce que c'est celle de la famine, de la guerre, de l'immigration, de l'Africain qui va toujours aider, demander de l'aide et qu'on doit assister? Il y avait une fois dans le pays des nègres, un petit nègre qui se promenait tout nu comme c'est la mode par là-bas. Il y a des huttes. Ils n'ont pas d'aspirateur. Il n'y a pas de cuisine. Il n'y a pas de casserole. Voilà, c'est cette question un peu compliquée et un peu ouverte qu'on aimerait vous poser. N'hésitez pas à nous lâcher un commentaire. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Bonne journée. Dans mon lit, Sardou, on va faire un épisode sur toi. Je hais ce siècle. J'aime pas du tout.